RMC 01net TV. François Sorel, de quoi je me mail. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RMC le dimanche matin pour De quoi je me mêle, vous le savez, la version audio que vous avez à disposition dès le vendredi soir sur rmc.fr et sur les principaux agrégateurs de podcasts. Et De quoi je me mêle, c'est aussi la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Merci d'être là et bienvenue où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Votre rendez-vous de la tech du week-end donc, avec au menu tout à l'heure Victor Jakimovic qui reviendra. Il n'aura pas son chapeau de Père Noël mais presque. Il va nous parler de traducteurs, vous savez, en temps réel. Il existe aujourd'hui des petits appareils qui vous permettent de partir à l'étranger et de traduire tout ce que vous dites dans la langue du pays où vous êtes. C'est quand même assez bluffant. On parlera de ça, on parlera de tous ces petits trackers, vous savez, qui vous permettent de retrouver des objets que vous avez perdus. Ce sera tout à l'heure avec Victor dans De quoi je me mêle. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Vous abonner à la page De quoi je me mêle sur Facebook, enfin si vous êtes encore sur Facebook, parce qu'on va en parler dans un instant. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. RMC 01net TV. François Sorel. De quoi je me mail. Et on commence par le club de la presse IT avec Jean-Sébastien Zonky. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Voilà, journaliste à la rédaction de 01net.com. Et puis Emmanuel Paquette qui est là, fidèle bonjour au poste. François. Bonjour Emmanuel, bonjour, journaliste à l'Express. On va commenter l'actualité tech de la semaine. Et avant de parler de Facebook, on a 2-3 trucs à dire. Eh bien, on va parler d'Apple. Et avec une page qui se tourne, oui, Jean-Sébastien, tout simplement. Une page importante de l'histoire d'Apple parce que ça y est, son départ avait été annoncé en juin dernier. Vous vous souvenez, Johnny Ive, le designer en chef, son départ est désormais effectif. Ça a été donc officialisé par Apple, qu'il a retiré en fait de la page web des dirigeants de la société. Donc en fait, cette prise de distance de Sir Johnny Ive, parce qu'il est anobli par la reine, il est britannique, va se traduire donc par son engagement en fait au sein de sa propre société, son propre cabinet de conseil en design, qui s'appelle Love From, qui a été confondé par lui et par un autre designer, l'Australien Mark Newson. En fait, c'est vraiment une page qui se tourne, comme tu disais François, parce que Johnny Ive, il était rentré dans la société il y a 27 ans maintenant, et il avait pris la tête, il y a 23 ans, la tête du design de la société. Et évidemment, c'est lui qui a conçu les designs de l'iMac, de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad, donc vraiment tous les produits stars. L'iMac a complètement relancé la société à l'époque, ça coïncidait avec le retour de Steve Jobs aussi à l'époque. Et puis alors voilà, pour l'instant, le design est placé sous la houlette de deux fidèles de Johnny Ive, qui sont Evans Anke et Alan Dye, et qui sont alors par contre eux maintenant placés sous la direction de Jeff Williams, qui est le directeur de l'exploitation d'Apple. Et c'est plus vraiment une direction à part entière comme ça pouvait l'être à l'époque de Johnny Ive, qui avait lui vraiment les rênes du design. Voilà, donc la page qui se tourne complètement avec ce départ. Il continuera un petit peu à collaborer avec Apple, mais c'est plus lui qui va vraiment gérer tout le design de la société. C'est vraiment, peut-être avec Steve Jobs, l'une des incarnations d'Apple qui s'en va, non, Emmanuel ? Oui, complètement. Parce que voilà, c'était la personnalité d'Apple qui restait finalement... Alors, bien sûr, il y a Tim Cook, mais qu'on a connu un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y avait le duo Jobs-Jonathan Ive, et là c'est vraiment une page qui se tourne. Oui, et c'est vrai que dans la presse américaine, le Wall Street Journal avait fait un grand papier, une grande enquête sur les raisons du départ de Jonathan Ive, qui était effectivement filigrane depuis plusieurs années quand même chez Apple, parce qu'il avait commencé à se désengager de pas mal de processus décisionnels. Et en fait, ce qui ressortait un peu de cette enquête, c'était à laquelle Tim Cook avait réagi, en disant que tout était faux, qu'il y avait des tensions qui commençaient à naître entre Tim Cook et notamment Jonathan Ive, tout simplement parce que Jonathan Ive, c'est un homme de produit et de design, et une de ses critiques, c'était de dire aujourd'hui on est passé dans un autre Apple, un Apple qui est plus dicté par la finance, les résultats financiers, et moins centré sur le produit. Visiblement, Tim Cook n'est pas très impliqué dans la création du design des produits. Et donc ça manquait en fait à Jonathan Ive. Il y avait un vrai manque par rapport à Steve Jobs qui mettait les mains dans le cambouis, mettait même de la tension sur les équipes. Et là, Ive se lançait un peu orphelin depuis la mort de Steve Jobs. Et puis surtout des décisions qui allaient à l'encontre aussi, certaines fois, de ses recommandations, notamment sur l'Apple Watch, où il voulait en faire vraiment un produit à part, qu'il n'y ait pas de lien éventuel avec l'iPhone, qui puisse être totalement indépendant. Et finalement, la décision inverse a été prise. Enfin, il y a une forme de compromis qui a été pris. Donc, on voyait bien que son influence même au sein d'Apple était en train d'être réduite et que du coup, ça l'a amené naturellement à un départ.
Voilà, c'est quand même assez marquant. Hein, c'est tout le duo créatif qui, à l'époque de Jobs et Ive, qui créait les produits ex nihilo, qui avait l'idée. Et c'est vrai que Tim Cook, c'est l'ancien directeur de la logistique d'Apple, tout ça, c'est pas du tout la même chose. Donc effectivement, c'est un peu, comme tu disais, ce côté-là d'Apple, très rationnel, qui a pris la main maintenant dans la société, sur les créatifs, clairement. Alors, tu disais que Jonathan Ive sera encore un peu là. Alors c'est vrai, parce que d'après ce que j'ai compris, malgré tout, il va continuer à collaborer avec Apple, hein, de part, en fait, ça sera un prestataire de service, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Mais est-ce que c'est simplement pour dire, ok, il y a encore du Jonathan Ive dans l'air, ou est-ce que vraiment, par exemple, il aura des missions pour designer un nouvel iPhone, travailler sur de nouveaux produits? On ne sait pas ça, finalement. Je pense qu'on s'en doute un peu. On connaît tous un peu Apple, qui est une boîte extrêmement secrète, qui même quand elle travaille avec des sous-traitants ou des prestataires, leur donne le moins d'infos possible sur ce qui se passe en interne. Donc même si quand on s'appelle Jonathan Ive et qu'on était déjà un petit peu exclu des circuits de décision, je pense que ça va ne faire que s'augmenter en sortant de la société. Donc non, je pense que vraiment ça va être, il n'aura pas la main sur ce qui va se produire à l'avenir. Voilà, ça sera juste pour dire il est là. Voilà. Peut-être qu'il travaillera, peut-être pas forcément sur les produits en soi, mais on sait que Johnny Ive va designer aussi l'Apple Park, les magasins Apple, tous les stores, c'est lui aussi. Donc peut-être qu'il pourra continuer à travailler sur ce genre de choses pour l'identité autour d'Apple plutôt que les produits. C'est rigolo parce que je trouve que c'est un peu une décision nostalgique, c'est un peu une partie de l'âme de Steve Jobs qui s'en va finalement, parce que c'était peut-être la seule aspérité sur laquelle on pouvait se raccrocher finalement pour se dire il reste encore du vieil Apple. Et voilà, cette page est vraiment la trace de Jobs qui disparaît. Alors voilà, c'est quelqu'un qui est très très riche, qui évidemment avec tous ses stocks options depuis 27 ans n'a pas de problème financier. Et je crois qu'il va retourner en Europe parce qu'il a vraiment un ancrage très fort à Londres. Oui, il y avait ça aussi. Son père est malade. Et donc il est effectivement en Angleterre, et donc il y a aussi l'idée de se rapprocher de son père. Voilà, c'est ça. Et je pense c'est plus quelqu'un de la culture, on va dire, anglaise que américaine. On parle de Facebook maintenant, avec cette info qui est quand même assez symbolique, finalement. Le nombre d'utilisateurs français de Facebook commence à baisser. Oui, c'est la première fois que ça arrive, effectivement. Facebook perdra en 2019 1,3%, alors c'est pas grand-chose, de ses utilisateurs, selon le cabinet eMarketer. C'est un cabinet d'analyse. En fait, le réseau social, il devrait quand même encore compter 27,6 millions d'utilisateurs réguliers en France, dans l'Hexagone. Malgré tout, Facebook peut se rassurer avec les chiffres de ses autres applications. Hein. C'est pas grave pour Facebook, parce qu'on sait qu'Instagram, par exemple, affichera une augmentation de 10,7% de ses utilisateurs cette année pour frôler les 15 millions en France. Donc c'est déjà aussi très très massif. Et évidemment, il y a d'autres messageries, d'autres applications dans la galaxie Facebook, comme les applications de messagerie, WhatsApp, Messenger. Et on sait notamment, cette semaine aussi, on a appris que 51% des Français utilisent ces messageries pour téléphoner. Donc on voit que les usages aussi évoluent sur les messageries. On est moins sur du réseau social pur et dur comme à la Facebook, mais on s'en sert pour communiquer avec ses proches. Donc Facebook n'est pas trop à plaindre, mais quand même, cette baisse, c'est symbolique de la transformation de l'entreprise au fur et à mesure des années. Il y a pas mal d'infos dans tout ce que tu viens de dire. La première, c'est donc évidemment Facebook qui perd un peu de, comment dirais-je, de dynamique, Emmanuel. C'était prévisible ou pas? En fait, on le voit dans les chiffres depuis un certain temps. En Europe, il y a un tassement de la croissance, notamment parce que il y a d'autres applications qui arrivent qui sont très attractive et séduisante pour les plus jeunes. Notamment, on a parlé de TikTok qui est en train de monter en puissance, qui est une application chinoise, à tel point que Facebook a créé son propre application pour essayer de contrer TikTok qui s'appelle Lasso. Je ne sais pas si des gens l'utilisent. Bon, en l'occurrence, c'est pas un grand succès, Lasso, aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est plutôt aujourd'hui d'utiliser Instagram et de mettre des fonctionnalités de TikTok dans Instagram pour essayer de reprendre en fait les gens qui quittent Facebook pour aller sur ce type de réseaux sociaux. Donc le problème, c'est qu'on est sur des phénomènes de mode et que les jeunes ne veulent pas être forcément sur la même plateforme que là où on peut trouver ses parents ou voir sa grand-mère. Donc ils ont tendance à migrer sur d'autres plateformes plus jeunes. Et du coup, effectivement, Facebook en pâtit aujourd'hui. Et alors c'est dingue parce que moi, je faisais moi-même perso le constat, je poste de moins en moins sur Facebook. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qu'on est toujours abonné à Facebook, mais on est de moins en moins actif. Et c'est ça, à mon avis, le chiffre qui serait intéressant. Je ne suis pas persuadé que Facebook communique là-dessus. C'est le nombre de comptes actifs
sur Facebook. Et l'engagement. Et l'engagement. C'est-à-dire liker des posts, les partager. Donc c'est effectivement être actif sur un réseau social, c'est pas simplement de se connecter, de voir ses amis 2 minutes et repartir. Ouais. Donc effectivement, et ce que disait Jean-Sébastien est juste, c'est que la messagerie, donc Messenger, peut être un moyen de redynamiser un peu la plateforme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que Facebook est en train d'essayer de lier les comptes Instagram au compte Facebook, au compte WhatsApp, pour essayer en fait de faire réémerger le vaisseau amiral avec quand même 2 gros flotteurs qui sont WhatsApp d'un côté, Instagram de l'autre. Donc on voit aujourd'hui que c'était des satellites qui étaient portés par Facebook, et là c'est en train de s'inverser. On voit que ces 2 satellites, ces deux gros piliers sont en train de peut-être reporter Facebook et de le remonter un petit peu à la surface. Est-ce que c'est la panique chez Facebook, à votre avis, suite à cette perte, on va dire maintenant régulière, ce côté, le nombre d'abonnés dégringole de Facebook? Je pense pas. C'est une petite baisse. C'était là, on parle en plus que de la France. Il y a aussi d'autres pays où Facebook, ça marche très bien, dans les pays émergents où encore il y a pas. Là, voilà, il y a 27 millions d'utilisateurs en France. C'est quand même, on atteint un palier. On n'a pas les chiffres aux US, par exemple. Si on les a certainement, mais je les ai pas là. Ils sont dans les comptes. En fait, on a États-Unis plus Canada. En fait, on verra bien. Juste un mot sur l'explosion en fait des conversations via les applis de messagerie. Là, c'est les opérateurs qui doivent faire la gueule, non? Parce que alors oui et non. Je pense que ceux qui font vraiment la gueule, c'est le gouvernement. Et la sécurité nationale. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est un opérateur télécom, on a des obligations en France qui sont notamment les interceptions dites légales. C'est-à-dire que si on vous soupçonne, les forces de police doivent possiblement écouter vos conversations, possiblement vous géolocaliser, etc. Donc ça, les opérateurs ont une obligation de donner donc les métadonnées, c'est-à-dire à partir de quelle heure vous avez appelé quelqu'un, depuis où, la conversation a duré de combien de temps, voire le contenu des conversations. Donc ça, c'est une première obligation qu'ont les opérateurs télécoms et que n'ont pas aujourd'hui les WhatsApp, les Messenger, etc. Donc la question est de savoir si on commence à passer des appels régulièrement sur WhatsApp et que c'est pour, si c'est juste pour dire bonjour à des amis, etc., il n'y a pas de souci. Mais si un jour les forces de police veulent faire des interceptions légales, normalement, les plateformes ne sont pas soumises aux mêmes obligations que les opérateurs télécoms. Donc ça crée un dysfonctionnement et donc ça peut porter atteinte à des problèmes effectivement de sécurité. Ça veut dire qu'une conversation sur WhatsApp n'est pas aussi facile à intercepter pour les forces de l'ordre qu'un appel téléphonique traditionnel. Dans un cadre juridique, encore une fois, parce que les services de renseignement, ils font ce qu'ils veulent, pour le coup, mais dans un cadre juridique, c'est-à-dire avec un juge, effectivement, il faut que la plateforme soit d'accord pour donner ces informations-là. Techniquement, on peut tout écouter aujourd'hui. Techniquement, on peut tout écouter. Même Telegram? Oui, Telegram, je pense que oui. De ce que disent certaines personnes des services de renseignement, oui. On disait que Telegram était plus sécurisé, que c'était peut-être c'est moins le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui. Il faut dire que ils n'ont pas le choix de toute façon. Je veux dire. Oui, alors si certains disent qu'il vaut mieux utiliser Signal, parce que Signal est une technologie ouverte avec justement avec un protocole qui évolue souvent. Donc voilà. Voilà, ça dépend à qui vous parlez. Si c'est des choses sensibles, vaut mieux peut-être éviter WhatsApp et Telegram. Voilà. D'accord. Bon, on enchaîne avec Twitter, qui est un autre réseau social. Tout à fait. Qu'on connaît bien. Il y a pas mal d'infos sur Twitter cette semaine. Oui, une semaine avec pas mal de chamboulements en fait chez Twitter, parce qu'ils ont annoncé donc ce 27 novembre qu'ils avaient décidé de supprimer tous les comptes inactifs depuis 6 mois. Alors c'est une info un peu étonnante au premier abord. Ils faisaient ménage, quoi. Voilà, le ménage divers. C'est ça. Donc le but est forcément d'éliminer certains faux abonnés, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup sur Twitter, mais de libérer aussi des noms d'utilisateurs, tout simplement. Alors c'est a priori une bonne idée, parce que bon, si on rêve d'un nom d'utilisateur qu'on n'a jamais réussi à avoir, pourquoi pas. C'était le moment ou jamais, ça devait rentrer en compte le 11 décembre. Mais en fait, Twitter a fait marche arrière, puisqu'ils n'avaient pas pensé au compte des personnes décédées. Il y a certaines familles qui n'ont peut-être pas accès au compte ou qui veulent garder le compte ouvert en mémoire de la personne, et forcément ces comptes-là allaient disparaître avec un tel système. Donc le réseau social va d'abord proposer en fait un outil pour la conservation de ces comptes-là, et ensuite remettre en place ce système de suppression automatique de comptes. Donc on ne sait pas exactement quand ça entrera en jeu, mais ça sera certainement l'année prochaine. Et d'autre part, Twitter va aussi commencer l'année prochaine à mettre en place un nouveau mode d'affichage des conversations. Voilà, jusqu'à présent, on sait que sur Twitter,
Twitter. Quand vous voyez les réponses à un tweet, tous les tweets ont la même tête, ils sont directement mis les uns derrière les autres. On ne sait pas vraiment qui répond à qui. Et en fait, Twitter teste depuis maintenant quelques mois sur une application alternative qui s'appelle Twitter, tout en minuscule et sans voyelle. C'est juste TWTTR. Ils testent sur cette application un système conversationnel où en fait les conversations sont affichées sous forme de branches. Elles sont reliées les unes avec les autres. On voit qui répond à qui. Moi, c'est une application que je teste depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que c'est disponible pour tout le monde. Comment ? Elle est disponible pour tout le monde. C'est ouvert sur inscription directement par Twitter à certains utilisateurs. D'accord. Voilà. Et donc c'est vraiment une application où ils testent. Ça fait plusieurs mois que j'ai vu défiler les modes d'affichage différents, etc. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, ce mode-là est vraiment mis en place dans l'application. Il devient plus stable et commence à être testé dans l'application principale. Et ça sera disponible également à partir de l'année prochaine, au début d'année prochaine a priori. Emmanuel, est-ce qu'il y a beaucoup de faux comptes sur Twitter ? Alors, moi, je sais pas, il y a des applications qui permettent de déterminer en fait des comptes un peu fake qui peuvent vous suivre. Oui. Enfin, moi, j'ai beaucoup de filles qui veulent se fiancer avec moi sur Twitter. Oui, je sais pas si toi aussi j'en reçois beaucoup de messages également. Moi, pas trop. Je ferme les yeux parce qu'évidemment, je suis déjà pris, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on est sollicité ? Oui. C'est dingue. Non, mais beaucoup de succès. Mais je sais pas. Je soupçonne quand même que ce soit un peu bidon. Mais je n'ose pas trop. Même si ça flatte moins mon ego. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de faux comptes. Oui, alors ça peut être effectivement. Alors il peut y avoir plusieurs types de faux comptes. Soit des faux comptes effectivement comme ceux dont tu parlais précédemment, donc des personnes qui soit essayent de faire de la fausse prostitution éventuellement ou des choses comme ça, ou de la vraie fausse prostitution. Il peut y avoir des comptes mis en place par des bots, donc là c'est même pas des humains derrière, ce sont des bots qui sont là pour retweeter, mais du coup ceux-là sont actifs. En fait c'est ceux-là les plus... Les fautes d'orthographe qu'il y a sur ces comptes-là, je pense que c'est pas un bot. C'est possible. Ou ça peut être un bot étranger qui a du mal à la traduction. Mais bon, traduction. Donc effectivement, je pense que Twitter a besoin aussi un peu de faire le ménage, notamment sur l'influence que ça peut avoir en politique, sur l'information, les fake news. Donc l'idée de voir des faux comptes ou en tout cas des comptes qui dorment à un certain moment et puis commencent à s'activer au moment où il y a des élections dans certains pays. Donc l'idée c'est de dire il ne faut pas que Twitter devienne une plateforme dormante à certains moments clés, enfin non clés, pardon, et s'active à des moments clés de vote démocratique pour déstabiliser une élection éventuellement, à tort ou à raison. Je sais. Comme l'a été Facebook il y a quelques temps. Donc l'idée de les fermer... Je pense que Twitter essaie d'éviter au maximum ce genre de choses. Oui, parce que derrière, ça veut dire que les gouvernements vont réagir. Ils vont vouloir mettre leur nez là-dedans. Donc l'idée c'est de prendre un peu le devant, enfin d'aller plus rapide, d'être plus rapide que les gouvernements et de prendre les devants pour éviter d'être régulé à un moment ou à un autre. D'accord. Et donc, pour revenir à ton système de nouvelles conversations, on sait quand est-ce que ça va arriver ou pas ? Alors, pas tout à fait. C'est en train d'être testé sur l'application principale de Twitter. Et Twitter a confirmé à la presse américaine qu'effectivement, il testait sur les utilisateurs pour affiner un petit peu certains affichages. Mais sur le principe, ça resterait comme ça. Et ça arriverait en début d'année prochaine, a priori, de premier ou deuxième trimestre. Mais il n'y a pas de date exacte. Mais c'est vrai que ça simplifie beaucoup l'utilisation. C'est un petit peu ce que veut faire Twitter depuis longtemps. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit plus facile d'utiliser Twitter quand on débarque sur Twitter, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, c'est bizarre, on ne sait pas qui suivre, et c'est vrai qu'il y a aussi maintenant une nouveauté d'ailleurs qui a été lancée dernièrement, c'est la possibilité de suivre des sujets, non pas des personnes mais des sujets. Donc si on a un centre d'intérêt, on commence à voir qui sont les personnes qui en parlent le mieux pour les suivre. Voilà, c'est toujours ce principe de vouloir faire en sorte que Twitter sont plus faciles à utiliser quand on débarque sur la plateforme. On parle un peu de Tesla, Jean-Sébastien. Tout à fait. Avec Tesla qui, après s'il nous reste un petit peu de temps, on parlera de Disney aussi, mais Tesla qui a annoncé cette semaine un nouveau véhicule. Alors ils ont annoncé un nouveau véhicule qui s'appelle le Cybertruck, qui est, je ne sais pas si vous l'avez vu, une espèce de pick-up électrique avec un look futuriste assez dingue. Enfin moi j'adore, on aime ou on déteste, mais moi j'adore cette voiture. Alors moi j'adore, mais pas en vrai quoi. J'adore ça, mais tu vois, dans une série, moi ça me fait penser à l'âge de cristal ce truc-là. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série des années 70 là, qui était un peu incroyable, et je trouve que ça ressemble à ça. Mais en vrai, tu te vois conduire ce truc-là ? Complètement, je le trouve si vous n'êtes pas avec nous en vidéo, mais allez voir la vidéo de... Très anguleuse, très on a l'impression que le designer était myope, quoi, ou je sais pas quoi. Mais non, justement. Non, c'est ça. C'est intéressant. Parce qu'il y a des... Enfin, c'est tranché, quoi, comme vous. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Emmanuel. Moi, je suis pas très automobile, mais ça ressemble un peu à certaines Batmobiles dans certains Batman. Un peu. Ouais, ou moi ça me fait penser à un véhicule d'assaut, tu sais. Ouais, un peu. Ça fait un peu char.
ouais. Ça fait un peu char, quoi. Ouais, mais bon, pourquoi pas. ça mérite en tout cas d'être original sur un marché qui parfois où les voitures se ressemblent toutes les unes les autres. Comme on dit à Paris, c'est disruptif. Alors oui, c'est là, c'est vraiment disruptif, mon pote. Mais du coup, alors on en débat, mais finalement, il y a quand même 200 000 précommandes qui ont été enregistrées de la part de Tesla, donc c'est quand même assez impressionnant. Bon, alors c'est sûr que c'est des précommandes où on a juste à verser $100 ou 100 € et où on est remboursé si on annule la précommande. Donc il n'y a pas beaucoup de risques, mais malgré tout, ça montre une sorte d'enthousiasme autour de cette voiture. Et pourtant, la présentation, elle avait été un petit peu loupée. Je ne sais pas si vous l'avez vu en tout cas passer ces images, mais il parle justement de vitres qui sont blindées ou très résistantes. Et dans la présentation, ils ont lancé une boule de pétanque sur la vitre. Bon, la vitre a cassé. Ils ont resté sur la vitre d'à côté a cassé. Donc bon, c'est pas très résistant. Mais alors effectivement, il y a Elon Musk qui a tweeté cette semaine une vidéo où on le voit justement balancer une boule de pétanque pour montrer bon oui, on s'est planté dans la présentation. Lui-même était mort de rire dans son tweet. Mais en vrai, vous voyez, ça marche. Donc vous faites pas trop de soucis. Alors c'est rigolo parce que je sais pas si vous avez vu cette présentation, mais avant du lancer de la boule de pétanque sur la vitre. Enfin, excusez-moi, mais il faut être un peu débile pour faire ça. Enfin, pourquoi pas. Il y avait un marteau, il y avait un gars qui tapait avec un marteau, une espèce de massue. Et effectivement, là, ça se cassait pas. Tout à fait. Et on Elon Musk qui bombait le torse, vous avez vu, c'est super costaud, etc. Et puis l'autre, paf, avec sa boule de pétanque, il explose tout. Juste avant, ils avaient fait aussi une démo, ils ont largué une boule de pétanque de plusieurs mètres sur la partie arrière, et la partie arrière tenait sans problème. Et c'était vraiment, a priori, plus fort comme lancer. Mais je crois que c'est la pire keynote d'Elon Musk. Ah ben là, oui, c'est vraiment le truc. Vous êtes en direct, il y a des millions de gens qui vous regardent et tout, vous lancez une bagnole et tout. Vous dites, regardez, ça se casse pas, paf, tout se casse et tout, c'est terrible. Puis 2 fois d'affilée. C'est la catastrophe. On parlait d'Apple en début d'émission, ce genre de choses chez Apple. À l'époque de Steve Jobb, le staff était viré. Mais là, je pense que même il fermait l'Apple Store, quoi. Là, il y avait une minute de silence global. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette voiture un peu bizarre quand Alors même. On connaît son prix. Elle est électrique, forcément. Elle est forcément électrique, c'est l'ADN de Tesla. Il y a plusieurs versions avec des nombres de moteurs différents. 2 ou 4 roues motrices. Les prix commencent à 40 000 €. Ah bon, elle est pas chère en plus. Alors c'est seulement avec 2 moteurs dans les roues avant. Et si on veut avoir 6 moteurs même, donc 4 moteurs dans chaque roue, plus de moteurs additionnels, c'est 70 000 €. Donc là, on va vraiment sur des prix beaucoup plus chers. Il y a un mode aux US que les Américains vont adorer, mode barbecue, où l'arrière peut s'ouvrir avec un barbecue intégré. Le truc est génial pour partir en camping. Parce qu'en fait, c'est pour concurrencer les trucks, quoi. Mais oui, alors il faut savoir que le marché américain sur ces trucks, c'est un truc de fou. C'est vraiment. C'est pick-up, non? Voilà, c'est un pick-up, c'est un pick-up. Vous savez, c'est ces voitures américaines qu'on voit avec l'immense coffre qui est d'ailleurs à découvert. C'est ça. Voilà, nous, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de véhicules, mais aux États-Unis, c'est un marché d'envergure. Et c'est vrai que quand on voit se lancer là-dessus, on se dit, mais c'est bizarre de se lancer sur un tel marché. Mais aux US, ça risque vraiment de cartonner de tels véhicules là-bas. Nous, on est plutôt SUV tout à fait. En France. C'est ça. Bon, bah écoutez, voilà, ça va être rigolo. Le premier jour, on va croiser ce type de véhicule dans la rue. Ah oui, ça va faire bizarre. Et ça va arriver en France, j'imagine. Ah oui, tout à fait. On peut le commander en France. Les prix sont disponibles en euros. Tout à fait. Voilà, j'espère ça arrive d'ici 1 an ou 2. Quand même. Alors, le temps de. C'est comme la modèle 3. Voilà, on a l'habitude de faire. On attend de voir passer les autres voitures avant que celle-là arrive. Exactement. C'est ça. Des trucs à dire sur Tesla, non? C'est bon, on a fait le tour. Non, Elon Musk, personnage quand même assez étonnant, quand même. Oui, et puis en plus, la société, soit des fois, elle a des très bons résultats, donc ça calme un peu les marchés parce qu'elle est quand même extrêmement bien valorisée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et donc c'est vrai qu'elle est obligée de sortir à chaque fois des nouveaux produits pour. En fait, c'est un constructeur automobile, mais qui est valorisé comme une start-up. Donc, et donc, elle est prise un peu dans le rythme des start-up comme Apple avec les iPhones. C'est-à-dire, il faut toujours courir après la nouveauté, montrer qu'on a un coup d'avance ou par rapport aux autres fabricants, aux constructeurs automobiles. Et donc c'est vrai que là, l'idée c'est de remontrer à chaque fois un nouveau modèle qui soit, comme tu disais, le terme disruptif un peu, pour pas faire comme les autres et pour justifier la valorisation qui est quand même toujours extrêmement folle de Tesla par rapport aux autres constructeurs automobiles. Donc voilà, il est en train de réussir son pari quand même, Elon Musk. Il y a encore un an, on l'a enterré en disant que peut-être que Tesla allait fermer. Il est en train de réussir son pari, non? Oui, c'est vrai, plutôt. Oui. Alors après, c'est aussi avec l'aide de gouvernement, puisque
il y a beaucoup de Tesla qui ont été sursubventionnés par des États américains et certains pays en Europe aussi, en disant si vous basculez vers du tout électrique, eh ben, vous aurez une réduction de temps. Et ça, c'était pas Tesla qui le finançait, c'était les pays. Voilà, mais ça, c'est un peu pour tous les constructeurs qui sont dans l'électrique. Tesla a fait beaucoup de lobby dans certains, à tel point que d'autres fabricants automobiles ont dit c'est par rapport à nous. C'est anticompétitif, anticoncurrentiel, et donc ils ont commencé à attaquer Tesla, et notamment certains États aux États-Unis, pour avoir trop aidé Tesla justement à émerger sur le marché. Donc non, parce qu'ils étaient en avance quand même sur l'électrique. Oui, bien sûr. Mais ça, à la limite, c'est tout à leur honneur. C'est-à-dire qu'ils ont senti que l'électrique allait arriver alors que les autres constructeurs étaient encore au thermique. Non, mais ils ont senti deux choses, je pense, effectivement. C'est un, ils ont senti l'émergence de l'électrique avec une envie de la population. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième, une envie des villes de dire on va dépolluer nos villes, surtout les bobos, entre guillemets, enfin voilà, sans être désobligeant, et donc on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'électriques, quitte à les subventionner. Donc, et on voit aujourd'hui ça qui arrive en Europe, Paris notamment, et dans de grandes villes. Donc tu me considères comme un bobo parce que j'ai une Zoé. C'est ça, je ne me permettrai pas. Non, mais t'as compris ça ou pas? J'ai compris la vision, clairement. Parce que moi je suis pire que toi parce que je n'ai pas de voiture. Donc le pire des bobos, c'est ceux qui ne peuvent se passer de voiture. Des fois je prends des vélos, moi, alors j'imaginais le truc. Alors toi t'es super beau, un vélo là, franchement. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci. Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à 01net.com, et Emmanuel Paquette, que l'on peut lire dans l'Express. Ce de quoi je me mêle n'est pas terminé, bien évidemment, vous restez avec nous. La suite, ce sera avec Victor Jakimovic dans un instant, avec, vous savez, les trouvailles high-tech de Victor, comme régulièrement. À tout de suite. RMC 01net TV. François Sorel, de quoi je me mêle.